Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. Ce soir-là, à table, devant le rôti fumant et les verres de Bordeaux, mes parents ont posé les yeux sur moi et ont déclaré calmement: Ta sœur mérite tout cela plus que toi. Puis ils ont signé le chèque de 200 000 €, l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front, et le lui ont tendu comme si c'était une simple miette de pain. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri, serré les dents. Et inside moi quelque chose s'est brisé avec un bruit sec. Comme une branche gelée sous la neige. Personne n'a vu venir la tempête que je portais déjà en moi. Paris, automne 2023. J'habitais un petit appartement sous les toits du Marais. Celui que j'avais acheté avec mes premiers gros contrats en tant que consultante en stratégie pour des startups. À 29 ans, j'étais la fierté discrète de la famille Valois, Élise. L'aînée sérieuse. Celle qui ne faisait jamais de vagues. Qui rapportait l'argent pendant que ma cadette, Camille, collectionnait les rêves d'artiste et les dettes de fête. Camille avait toujours été le soleil de la maison. Cheveux blonds, rire cristallin, une façon de pleurer qui attendrissait même mon père. Pourtant si dur en affaires. Moi, j'étais l'ombre utile. Depuis l'enfance, on m'avait appris que protéger Camille était mon devoir sacré. Quand elle volait dans les magasins à 13 ans, c'était moi qui prenais la punition. Quand elle ratait son bac, c'était moi qui payais les cours privés. Quand elle s'est fait plaquer par son premier amour et a tenté de se tailler les veines, c'est moi qui ai menti à l'hôpital, prétendant que c'était un accident. Je croyais que c'était de l'amour. Aujourd'hui je sais que c'était du dressage. Les 200 000 € représentaient 3 années de ma vie. Des nuits blanches à pitcher devant des investisseurs arrogants. Des week-ends sacrifiés. Des amis perdus parce que je n'avais plus le temps. J'avais monté cette somme pour lancer ma propre boîte. Un projet de plateforme d'intelligence artificielle éthique. J'en avais parlé à mes parents avec une excitation que je n'avais jamais osé montrer avant. Mon père avait hoché la tête. Impressionné pour une fois. Ma mère avait souri. On est fiers de toi, ma chérie. Puis Camille est rentrée de son énième voyage à Bali. Ruinée, en pleurs, racontant que son âme sœur l'avait abandonnée avec des dettes de location de villa. Elle avait besoin d'un nouveau départ. D'un atelier d'artiste à Montmartre. D'un espace pour respirer. Et mes parents ont jugé que mon projet pouvait attendre. Que Camille, elle, ne pouvait pas. Ce soir-là, quand le chèque a changé de main, Camille m'a regardé avec ses grands yeux mouillés et a murmuré: Merci. Grande sœur. Tu es la meilleure. Mon père a ajouté: Tu es solide. Élise. Tu t'en remettras toujours. Camille a besoin de nous maintenant. J'ai hoché la tête. J'ai même embrassé ma sœur sur le front. Inside, une voix froide et nouvelle s'est élevée. Ils t'ont vendu. Ils t'ont toujours vendu. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous chez le notaire. J'ai modifié mon testament. J'ai vidé mes comptes d'épargne dans des placements offshore dont personne ne connaissait l'existence. Et j'ai commencé à creuser. Creuser dans le passé de ma famille. Ce que j'ai découvert m'a d'abord fait vomir. Puis rire. Un rire amer. Sans joie. Mon père, Pierre Valois, notaire respecté du 7e arrondissement, avait falsifié des actes pendant des années. Des héritages détournés. Des signatures contrefaites. Des clients âgés pressurés. Des dizaines de millions envolés. Ma mère, Claire, savait tout et couvrait en échange de bijoux et de voyages. Mais le pire concernait Camille. Ma prétendue petite sœur n'était pas ma sœur.
Un test ADN volé dans une brosse à cheveux l'a prouvé noir sur blanc. Camille était la fille illégitime de mon père avec sa secrétaire d'alors. Ma mère l'avait acceptée pour sauver les apparences. À condition que je serve de bouclier affectif et financier. J'avais été élevée pour être la mule. La garante. La caution morale de leurs mensonges. Tout s'éclairait soudain. Les préférences. Les sacrifices exigés. Les punitions disproportionnées quand je me rebellais. J'avais porté le poids d'un secret que je n'avais même pas choisi. La rage est venue lentement. Comme une marée montante. Pas des cris. Pas des larmes. Une colère froide. Chirurgicale. Du genre qui te fait dormir comme un bébé parce que tu sais enfin ce que tu vas faire. J'ai commencé par Camille. Je l'ai invitée à dîner dans mon appartement. Elle est arrivée rayonnante, parlant déjà de son atelier qu'elle aménageait avec mon argent. Je lui ai servi un vin que j'avais choisi avec soin, un Saint-Émilion 2005. Le préféré de mon père. Nous avons trinqué, à la famille. Pendant qu'elle parlait, je l'observais. Vraiment. Pour la première fois. Ses gestes étudiés. Sa façon de pencher la tête pour attendrir. Le léger tremblement de sa voix quand elle mentait sur ses expositions à venir. Tout était calculé. Je lui ai demandé. Doucement, Camille. Est-ce que tu m'as déjà aimé? Vraiment? Elle a ri. Surprise. Bien sûr, tu es ma grande sœur. J'ai sorti l'enveloppe. Les résultats ADN. Les captures d'email entre mon père et sa mère biologique. Retrouvées dans un vieux disque dur. Les preuves de détournement que j'avais rassemblées. Son visage s'est décomposé. Pour la première fois, je voyais la vraie Camille, paniquée. Laide dans sa peur. Élise, ce n'est pas ce que tu crois. Si. C'est exactement ça. Elle a essayé de pleurer. Ça n'a plus marché. Je ne l'ai pas frappée. Je ne l'ai pas insultée. Je lui ai simplement dit, tu as 1 semaine pour quitter Paris. Si tu restes, je transmets tout à la police. Ton atelier, tes amis, ta vie ici, tout disparaîtra. Elle est partie en tremblant. Mais ce n'était que le début. Mon père était plus dur. Il avait l'habitude de contrôler. Quand je l'ai confronté dans son bureau, entouré de ses livres de droit et de ses photos de famille truquées, il a d'abord nié. Puis menacé. Tu ne feras rien, Élise. Tu es trop faible. Tu as toujours été trop faible. Je lui ai montré le dossier. Complet. Irréfutable. Les noms des clients spoliés. Les numéros de compte au Caïman. Les faux en écriture. Il a blêmi. Combien veux-tu pour te taire? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai savouré le silence. Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu ressentes ce que c'est d'être dépouillé de tout ce qui compte. Il a ri nerveusement. Tu ne vas quand même pas détruire ta propre famille? Vous avez détruit la mienne il y a longtemps. Je suis partie sans un mot de plus. Ma mère a été la plus surprenante. Elle m'a appelée en pleurs, me suppliant de penser à Camille. Quand je lui ai demandé si elle m'avait jamais aimé pour moi-même. Elle a répondu, bien sûr, mais Camille avait besoin. Je n'ai pas laissé finir la phrase. J'ai raccroché. Les semaines suivantes ont été un balai précis. J'ai contacté discrètement les héritiers spoliés. Des personnes âgées. Des veuves. Des enfants déshérités. Je leur ai transmis les preuves. Anonymement d'abord. Puis en me révélant. Quand ils ont voulu un visage à remercier. Les plaintes ont commencé à pleuvoir sur l'étude de mon père. Camille a tenté de revenir. Me menaçant de tout raconter sur mes prétendus problèmes psychologiques.
J'ai publié sur un blog anonyme les preuves de sa vraie filiation. Les réseaux ont fait le reste. Ses amis artistes l'ont lâché. Ses galeries ont annulé. Mon père a essayé de m'acheter à nouveau. Puis de m'intimider via des avocats. Rien n'a marché. La chute a été rapide. L'ordre des notaires a suspendu mon père. Les perquisitions ont suivi. Les journaux ont titré « Notaire parisien accusé de détournement massif ». Ma mère a fait une crise cardiaque légère, assez pour attirer la pitié. Pas assez pour arrêter le rouleau compresseur. Camille a disparu. On disait qu'elle était partie à Lisbonne. Ou à Bangkok. Vivant de petits jobs. Moi, j'ai lancé ma plateforme IA. Avec l'argent que j'avais protégé. Elle a décollé plus vite que prévu. Les investisseurs affluent. Parfois, je reçois des messages. De mon père. Depuis sa résidence surveillée, tu es un monstre. De ma mère. Comment as-tu pu nous faire ça? De Camille, je te maudis. Je ne réponds jamais. Je vis bien. Très bien même. Mais la nuit, quand Paris brille sous mes fenêtres, je me demande si la vengeance vaut vraiment le vide qu'elle laisse. Parce qu'au fond, ils avaient raison sur une chose, je suis solide. Trop solide, peut-être. Et maintenant, je n'ai plus personne à protéger.